Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2021, en espérant que vous puissiez accomplir tous vos projets pour cette nouvelle année. Et quoi de mieux pour recommencer sur de bonnes bases que de parler de bonheur dans cet épisode. Alors on va voir un petit peu de quoi il retourne, puisque le bonheur est une notion assez vague, on a tous une idée personnelle du bonheur, une idée subjective du bonheur, mais comment est-ce qu'on peut le définir scientifiquement? Qu'est-ce que ça implique? Comment est-ce qu'on peut le construire? Quelles sont les conséquences du bonheur? Quelles sont ses causes? On va explorer un petit peu tout ça dans cet épisode, mais bien sûr, on pourra y passer des heures, donc je vous renverrai sur différents articles pour approfondir certains points bien précis sur le bonheur, notamment sur son évaluation et sur certains aspects spécifiques. Et enfin, comme d'habitude, on terminera l'épisode par des pistes concrètes pour travailler à votre bonheur dès aujourd'hui et tout au long de cette année à venir. Alors commençons tout de suite par définir les choses. Pour pouvoir étudier un phénomène, il faut d'abord avoir une définition précise et que tout le monde parle de la même chose. Alors c'est ce que les scientifiques ont fait, puisque en fait, quand on parle de bonheur, c'est quelque chose d'assez vague. Alors, outre les variations interculturelles, on a aussi des variations interindividuelles, et c'est surtout celles-ci qui sont importantes. Puisqu'en effet, pour certaines personnes, le bonheur, ça va surtout être lié à l'amour, ça va être lié aux relations, pour d'autres, ça va être très impacté par l'aspect financier, ou par le fait de trouver du sens dans son travail, ou de prendre du plaisir au quotidien dans toutes les activités qu'on fait. Pour d'autres, ça va être le fait de dépasser certaines difficultés, de dépasser des obstacles, de réussir contre l'adversité. Donc tout ça varie énormément, et pour qu'on ait une définition uniforme et qu'on puisse étudier les choses en détail, les chercheurs se sont arrêtés sur une définition qui est la suivante. Donc un état émotionnel positif qui est défini subjectivement pour chaque personne. Alors vous allez me dire, on retombe sur l'aspect subjectif, donc on n'a pas beaucoup avancé. Ça c'est une première définition assez générale. Pour essayer de dépasser cette difficulté, les chercheurs préfèrent parler, plutôt que de parler de bonheur, de bien-être subjectif. Alors dans ce podcast, je vais utiliser alternativement les termes de bien-être subjectif, de bonheur, de satisfaction dans la vie, mais vous allez voir qu'il y a des subtilités entre tous ces termes qu'on peut creuser, mais pour des raisons tout simplement de compréhension et de simplicité, je vais utiliser les trois termes sans trop de distinction. Donc pour approfondir la définition de ce bien-être subjectif, donc du bonheur, les chercheurs ont creusé un petit peu plus loin et ont déterminé que le bien-être subjectif, et donc le bonheur, dépendait de plusieurs composantes, trois grandes notamment, qui sont le plaisir, l'engagement, on parle aussi d'implication, et le sens. Donc trois dimensions vraiment différentes. Le fait de profiter de la vie, de profiter de sensations positives avec le plaisir, le côté sens avec évidemment la notion de sens, c'est-à-dire que la vie est un sens, qu'il y a un but, que nos actions servent à quelque chose, et puis l'aspect d'engagement, d'implication, c'est-à-dire d'avoir une responsabilité, de s'engager dans des projets, de vraiment mettre son énergie dans des choses qui comptent aussi pour nous. Alors d'autres travaux vont encore plus loin en déterminant 6 notions qui sont liées en fait au bonheur, au bien-être subjectif. Donc ces notions sont l'acceptation de soi, la maîtrise de son environnement, le fait de pas subir en permanence mais d'avoir un certain contrôle donc. Troisièmement, les relations sociales positives, ça c'est très important. Quatrièmement, les buts et les objectifs de vie. Cinquièmement, la croissance personnelle, le fait de toujours être dans une dynamique d'apprentissage, d'évolution, etc. Et sixièmement, l'autonomie. Alors pour simplifier et recouper un petit peu ces notions, parce qu'on a différentes définitions qui font des découpages plus ou moins similaires, on a un modèle qui permet de bien comprendre les choses, qui est le modèle PERMA de Seligman, qui est un des chercheurs qui est à l'origine du mouvement de la psychologie positive. Et bien dans ce modèle PERMA, on a 5 aspects du bien-être subjectif, qui sont les suivants. Premièrement, les émotions positives. Donc ici, on a tout ce qui relève des émotions, de la satisfaction, du plaisir, de la joie, etc. Deuxième aspect du modèle PERMA, c'est la notion d'engagement. Donc ici, ça va se rapprocher de tout ce qui est de l'ordre de l'expérience optimale, ou qu'on appelle aussi le flux,
Donc l'engagement, c'est le fait d'être vraiment impliqué dans des activités, de s'oublier en s'adonnant à des activités qui vraiment ont du sens pour nous, dans lesquelles on est compétent, qui vont nous procurer un retour sur investissement, un feedback positif, et vraiment dans lesquelles on va s'éclater complètement et être vraiment performant. Troisième aspect, ce sont les relations positives. Là, c'est très simple, c'est l'aspect social de l'être humain. Le bien-être subjectif ne peut se construire sans des relations positives aux autres, qui peuvent être de différentes natures. Ça peut être évidemment des relations amoureuses, ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations même beaucoup moins fortes, mais qui sont quand même positives. Et donc cette dimension sociale, elle est extrêmement importante dans l'explication du bien-être subjectif. Quatrième et avant-dernier aspect, c'est la notion de sens. C'est le fait d'avoir un but dans la vie, d'avoir quelque chose qu'on poursuit qui dépasse notre propre vie, notre propre personne. Donc le sens dans la vie, on peut avoir plusieurs aspects, plusieurs éléments qui vont donner du sens à notre vie. Ça peut être évidemment pour certains la famille, les enfants, le travail, une mission, un engagement caritatif, etc., etc. Mais le tout, c'est d'avoir quelque chose qui donne du sens à notre vie. Et enfin, dernier aspect, c'est la notion d'accomplissement. Le fait d'avoir des réussites, des succès, des réalisations, des victoires. En gros, le fait d'accomplir, de réussir des choses, d'avoir un certain contrôle. On retrouve cette notion-là sur l'environnement et de réussir à atteindre des objectifs, à réaliser des projets. Bien, on voit avec ces premières définitions que le bonheur est quelque chose d'assez riche, d'assez complexe, et qu'on peut en étudier les différents aspects vraiment en détail. On peut rentrer dans une certaine granularité. Mais si on devait résumer, dans le bien-être subjectif, donc le bonheur, on a vraiment deux grands pôles que sont les émotions positives et la satisfaction dans la vie. La satisfaction dans la vie étant l'évaluation subjective de leur propre vie par les individus. Donc comment est-ce que je considère ma propre vie, est-ce que je suis satisfait de ma vie? Et là-dedans, on va retrouver la notion d'engagement, de sens, etc. Donc on peut détailler à l'infini, on peut aller dans les différentes catégories et construire cette notion de bien-être subjectif, le tout étant d'avoir une définition commune et de savoir de quoi on parle quand on étudie tel ou tel aspect qui contribue au bien-être subjectif global. D'un point de vue philosophique d'ailleurs, on a depuis très longtemps fait cette catégorisation en deux grands pôles en termes de bonheur. Alors il y a un pôle que vous connaissez parce que évidemment on a ce terme qui est rentré dans la culture populaire qui est l'hédonisme, donc le bonheur hédonique, qui est le fait d'avoir des émotions positives, de profiter de situations agréables, de rechercher des sensations positives, que ce soit des sensations d'un point de vue vraiment purement sensoriel, ou des sensations plus liées aux émotions et aux relations, et c'est vraiment la notion de plaisir, de prendre du plaisir au quotidien. Et l'autre type de bonheur qu'on a distingué très tôt dans les traditions philosophiques et spirituelles, c'est le bonheur eudémonique. Alors le bonheur eudémonique, c'est un terme qui est un petit peu moins connu. Eh bien, ce bonheur, il est lié vraiment à la notion de sens. Ça va être tout ce qui est lié au fait d'accomplir des choses, de sentir qu'on a une autonomie, un contrôle sur sa vie, de sentir que notre vie a un sens. Alors ce type de bonheur-là, il est moins immédiat que le bonheur hédonique, puisqu'on n'est pas dans la satisfaction des sens, on n'est pas dans une notion vraiment de jouissance finalement. On est dans quelque chose qui est à distance, c'est-à-dire qu'on va s'investir, on va investir de l'énergie pour accomplir des choses. C'est le fait d'accomplir des choses, ce qui peut prendre pas mal de temps, qui va être source de bonheur, source d'épanouissement. Et évidemment, ces deux notions sont complémentaires. Il ne s'agit pas de dire que le bonheur ne doit être que plaisir et ne peut s'accomplir que par le plaisir, que par l'aspect hédonique, ni que le bonheur ne doit s'accomplir et ne peut s'accomplir que par l'aspect eudémonique. Ces deux notions sont complémentaires. Alors évidemment, en fonction des personnes et en fonction des moments de vie, on va avoir un équilibre qui peut varier entre le bonheur eudémonique et le bonheur hédonique. Bien, même si c'est assez complexe, j'espère que ces quelques définitions ont un petit peu débroussaillé, un petit peu éclairci ce qu'on entendait par bonheur dans la recherche quand on fait des études là-dessus, et puis aussi ce qu'on entend par bonheur d'une manière tout simplement plus générale. Qu'est-ce qui fait le bonheur de l'être humain? En quoi ça consiste, le fait d'être heureux quand on est un être humain? Alors,
Maintenant qu'on a bien défini ça, on peut passer aux causes du bonheur, puisqu'au final, ce qui nous intéresse, c'est quand même de savoir comment est-ce qu'on peut être heureux, comment est-ce qu'on peut être en tout cas plus heureux. Alors, première étude un peu sérieuse qui a été lancée sur le bonheur, c'est l'étude d'Harvard, qui a commencé dans les années 1930, avec 256 jeunes hommes alors qu'ils avaient moins de 20 ans. Depuis, l'échantillon a été régulièrement enrichi, complété et diversifié en termes d'individus qui y participaient. Et ce qu'on a pu constater depuis, donc tout au long de la vie, on suit ces gens-là en faisant des questionnaires et des check-ups toutes les X années, et on a pu constater les choses suivantes en termes de bonheur. C'est-à-dire que les causes, ce qui provoquait un vieillissement heureux, en bonne santé, c'était les causes que je vais vous lister maintenant. Premièrement, des comportements de santé appropriés. Pour être heureux, bien vieillir et en bonne santé, et être épanoui, une des causes importantes, c'est le fait de ne pas fumer, ou d'arrêter jeune, de ne pas trop boire d'alcool, d'avoir un poids qui soit dans des marges acceptables, un poids d'équilibre, et le fait aussi de faire de l'exercice physique. Donc première cause de bonheur et d'épanouissement identifiée, tout simplement des comportements de santé appropriés. Deuxième catégorie de causes au bonheur sont les relations sociales stables et saines. Donc là, on va vraiment avoir l'aspect relations positives, dont un mariage stable, par exemple, le nombre de relations proches de qualité, le fait d'avoir peu de conflits interpersonnels dans sa vie, en tout cas pas de conflits très importants, tout ça contribue au bonheur. Troisième cause de bonheur, c'est le fait de s'adapter aux situations et d'être résilient. Donc cette capacité de résilience des individus, elle est vraiment liée au bonheur. Le fait de pouvoir rebondir après des événements difficiles, le fait d'être altruiste, de faire preuve d'humour et d'autodérision sont vraiment des causes de bonheur. C'est-à-dire que les personnes qui sont plus en capacité de rebondir, qui font preuve d'humour, de résilience, qui se prennent pas trop au sérieux, qui font de l'autodérision et qui aident les autres, qui font preuve d'altruisme et de gratitude, sont des personnes qui sont plus heureuses. Et quatrième cause qu'ils ont identifiée pour l'instant, c'est le fait de faire des études, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir une bonne formation initiale sur laquelle s'appuyer. Donc là, ça va être tout ce qui est lié à l'aspect socio-économique. Quand on fait des études, on a plus de chances d'avoir un travail mieux rémunéré, etc., etc. Et donc, ça ouvre des portes, ça crée des facilités dans la vie qui font qu'on est plus heureux. Alors évidemment, tout ça, ce sont de grandes tendances et on a des limites aux conclusions de par les débuts de l'étude, mais c'est quand même intéressant, ça donne des pistes qu'on retrouve peu ou prou dans d'autres études sur le bonheur, qui sont pas des études longitudinales sur un temps aussi long, mais qui vont plutôt être des études ponctuelles où on va suivre des individus, ou alors on va les interroger vraiment ponctuellement, et on va essayer de faire des liens de cause à effet par rapport à leur histoire. Mais un autre problème qu'on a quand on fait ce type d'études, c'est le fait d'être en capacité de distinguer les causes et les effets. Qu'est-ce qui est la cause de quoi? Est-ce que tout ce que je viens de citer est la cause du bonheur? Ou est-ce que c'est le bonheur qui permet d'avoir de meilleures relations sociales, d'avoir des comportements de santé plus appropriés, d'arrêter de fumer par exemple, qui permet d'avoir une meilleure résilience, de faire preuve de plus d'autodérision et d'humour parce qu'on est plus heureux? Est-ce que le bonheur aussi facilite le fait de faire des études et de réussir ses études ou de réussir ses formations? Tout ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Alors, on peut y répondre justement un petit peu, je vais pas vous laisser avec cette question sur les causes et les conséquences du bonheur. En fait, il y a plusieurs choses. On sait aussi que le bonheur donne un avantage, c'est-à-dire que les personnes qui sont plus heureuses ont des avantages dans plusieurs domaines. Elles obtiennent plus de bénéfices sociaux, donc c'est vraiment l'effet sur les relations. En gros, si vous êtes plus heureux, vous allez avoir de meilleures relations, plus de relations et plus de relations de qualité. Les personnes plus heureuses sont aussi plus performantes professionnellement. Elles ont plus d'augmentation, elles ont des meilleurs postes, elles ont une plus grande créativité, elles sont plus productives, elles font un travail de plus grande qualité. Bref, tout fonctionne bien pour elles grâce à leur bonheur. Et puis elles sont aussi plus énergiques, plus actives. Elles font plus souvent l'expérience du flux. Je vous invite à regarder l'article de Se réaliser sur le flux ou expérience optimale, qui vous permettra un petit peu d'approfondir cette notion si vous la connaissez pas trop. Les personnes plus heureuses ont aussi un meilleur self-control, elles ont un meilleur système immunitaire, elles vivent en général plus longtemps, etc. Donc, en clair,
être heureux, ça donne plein d'avantages. Et ça, on s'y trompe pas, puisque depuis quelques années dans le domaine professionnel, on a de plus en plus cette tendance à cultiver le bonheur des employés, des salariés, pour essayer de les rendre plus productifs et pour qu'il y ait une meilleure ambiance au travail et que ça fonctionne mieux. Alors on peut le faire de manière sincère dans la démarche ou de manière complètement cynique. Quand c'est complètement cynique, ça a plutôt l'effet inverse. Si vous mettez un happiness manager ou un chief happiness officer dans une entreprise et que c'est que pour la productivité et que pour donner le change à des employés qui ont des conditions salariales mauvaises, qui avec une ambiance délétère au bureau, etc., ça va pas fonctionner. Mais quand c'est bien fait, on peut mesurer et on sait que ça va avoir un effet sur la productivité. Donc en fait, tout le monde y gagne. Alors là, vous vous dites peut-être, ok, donc en gros, soit j'ai de la chance et je suis heureux et donc tout va aller bien pour moi, ou j'ai pas beaucoup de chance et je suis malheureux et je vais le rester et tout va s'accumuler en négatif. Alors heureusement, ça fonctionne pas comme ça. Les choses, en fait, fonctionnent dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous êtes heureux, si vous êtes plus heureux, plus épanoui, en gros, vous allez avoir plein d'avantages. Mais en même temps, si vous travaillez sur différents aspects de votre vie, si vous vous remettez au sport, si vous travaillez à la qualité de vos relations, etc., vous allez aussi augmenter votre bonheur. Et donc là, vous allez avoir un cercle vertueux qui va se mettre en place. Et donc, ça va être intéressant, puisque en travaillant votre bonheur, vous allez le développer, ça va vous apporter des avantages qui vont vous permettre de plus facilement travailler votre bonheur, etc., etc. Donc, comme d'habitude, il n'y a pas une relation simple de cause à effet, c'est quelque chose de complexe, mais quand on y réfléchit quelques instants, ça paraît assez évident. Une personne qui est heureuse, on a plus envie d'aller vers elle, on a plus envie d'avoir des relations sociales avec elle qu'une personne malheureuse, spontanément, c'est humain. Et en même temps, quand on fait des efforts pour être plus heureux, eh bien, on a aussi des conséquences. Si vous avez, par exemple, repris le sport après une période d'arrêt, vous en avez tiré des bénéfices sur votre épanouissement personnel. C'est un exemple simple. Il n'y a pas que le sport, évidemment, mais on a tout de suite les effets puisqu'on le sent d'un point de vue physiologique. Et donc, c'est assez marquant en général pour les personnes qui se remettent au sport. Mais on peut retrouver ça sur les relations sociales, on peut retrouver ça sur les émotions positives, sur les différents aspects du bonheur, sur les activités qui vous procurent du plaisir, sur les activités ou les projets qui donnent du sens à la vie. Tout ça permet de travailler à son bonheur et on constate les effets et on constate qu'on n'est pas pareil dans les interactions aussi après et que des opportunités aussi arrivent quand on a travaillé à son bonheur. Donc tout ça se répond, c'est un cycle vertueux qui est tout à fait caractéristique des études sur le bonheur et qui rendent aussi les choses un petit peu plus compliquées. La question qui vient juste derrière, une fois qu'on a dit ça, c'est quel est le niveau de maîtrise du bonheur qu'on a ? C'est-à-dire, à quel point mon bonheur dépend-il de mes actions ? Est-ce que je suis capable de complètement renverser la vapeur, ou est-ce qu'il y a des forces extérieures qui vont aussi avoir une influence et qui vont jouer contre moi ou qui vont aller dans mon sens ? Alors là, les études sont assez récentes. On a des variations dans les explications en termes de causes, mais grosso modo, depuis une dizaine d'années, on s'est arrêté à un ratio que je vais vous donner sur les explications du bonheur, et qui est le suivant. Donc trois grands types de facteurs influencent le bonheur tout au long de la vie. Le premier facteur sont les circonstances de vie, qui expliqueraient 10% du bonheur des individus, en gros. Et que sont ces circonstances de vie ? Eh bien, c'est toutes les conditions et les événements qui se produisent plus ou moins malgré nous. Ça peut être par exemple votre sexe, votre lieu de naissance, la famille dans laquelle vous êtes né, les traumas ou les accidents qui arrivent et que vous maîtrisez pas forcément, des aspects de santé aussi, le fait d'avoir des problèmes de santé liés à la génétique, etc. Ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas nécessairement, qui nous arrivent et qui vont avoir un impact sur notre niveau de bonheur. Le deuxième facteur, c'est le niveau ou la zone de base de bonheur, alors qui est lié à la génétique et à la personnalité, et qui expliquerait 50% de notre bonheur. Alors pour vous expliquer rapidement ce que c'est lié en fait le niveau de base de bonheur à ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est-à-dire que quand on fait des actions pour être plus heureux, eh bien
au bout d'un moment, on va s'habituer à ce nouveau niveau de bonheur, si vous voulez. C'est exactement la même chose que quand vous achetez par exemple une nouvelle télé. Vous achetez une nouvelle télé, plus grande, plus plate, avec de meilleures couleurs, un meilleur contraste, etc. Vous l'installez chez vous. Au départ, les premiers jours, vous allez trouver ça super, vous allez voir l'effet, la différence en fait par rapport à ce que vous aviez avant, et ça va vous procurer du plaisir, si c'est quelque chose en tout cas qui compte pour vous. Et au bout de quelques jours, de quelques semaines, vous allez vous habituer à cette nouveauté, vous allez vous habituer à ce niveau de qualité d'image, et donc ça va devenir votre nouvelle normalité. C'est vraiment l'aspect adaptation hédonique. Cette adaptation, on la retrouve à différents niveaux, dans les sens, chez les hommes, chez les animaux, etc. Et donc ça, on l'a aussi dans le bonheur. C'est pour ça qu'on a un pic de bonheur après un mariage, par exemple, et qu'après ça revient à un niveau stable. Et donc ce niveau stable de bonheur, ce niveau de base, ou cette zone de base, eh bien c'est lié à la génétique et à la personnalité. Et ça paraît actuellement difficile à modifier. Même si la personnalité peut évoluer au fil du temps, alors soit de manière un peu importante après des événements traumatiques ou de manière plus progressive, c'est quand même quelque chose qui est assez stable. Donc on a des personnes qui ont un niveau de bonheur, une zone de base de bonheur qui est plus basse que d'autres personnes, et donc qui en moyenne au quotidien spontanément vont être moins heureuses d'un point de vue émotionnel que d'autres personnes qui vont avoir un niveau plus élevé en zone de base. Mais encore une fois, on est sur quelque chose qui est étudié depuis assez peu de temps et on a encore besoin d'explorer, donc c'est quelque chose qui peut peut-être bouger dans les prochaines années avec de nouveaux travaux. Donc pour résumer, on a pour l'instant deux des trois facteurs. Le premier facteur, c'est les circonstances de vie qui expliqueraient 10% du bonheur, et deuxième facteur, la zone de base, le niveau de base de bonheur, donc la génétique et la personnalité, qui expliquerait 50% du bonheur. Donc ça nous fait un paquet à 60%. Et les 40% restants, bonne nouvelle, ce sont les activités intentionnelles. Donc les activités intentionnelles, ce que vous faites volontairement pour travailler à votre épanouissement, à votre bonheur, eh bien ça explique 40% du bonheur des gens. Alors même si ça peut paraître faible à certaines personnes, en fait ça donne quand même des marges de manœuvre très importantes. Et dans ces 40% d'activités intentionnelles qui peuvent agir, qui peuvent expliquer le bonheur, on a de multiples leviers, de multiples manières de développer son propre bonheur. Ne serait-ce que pour citer quelques exemples, on peut faire de l'exercice physique régulièrement, on peut développer, travailler sa gratitude, on peut rechercher le positif au quotidien, poursuivre des buts qui ont une importance pour soi, travailler au sens dans la vie, c'est-à-dire se poser des questions sur qu'est-ce qui a du sens pour nous, quelles sont les grandes causes qu'on veut défendre, comment est-ce qu'on peut traduire ça d'un point de vue de l'activité professionnelle. Il y a l'engagement associatif qui peut aussi être une manière de travailler à son bonheur, il y a le fait de développer des relations, etc., etc. Il y a énormément de choses qu'on peut faire et qui sont très très variées, donc chacun peut y trouver son compte pour développer son bonheur. Donc vous voyez, la notion de bonheur, c'est quelque chose d'assez riche, d'assez complexe, qui est subjectif, avec deux grands pôles qui sont la notion de plaisir et la notion de sens, et puis là-dedans, on va avoir plusieurs causes explicatives, plusieurs aspects de la vie qui vont provoquer, qui vont susciter du bonheur, et d'autres qui vont plutôt agir contre ça, en sachant que c'est normal de ne pas être heureux tout le temps, puisque le bonheur, c'est pas un état, c'est un, en fait, processus qui va se travailler. Comme on a cette notion d'adaptation hédonique, eh bien, si vous vous contentez de faire la même chose, d'être dans les mêmes conditions en permanence, vous allez finir par ne plus être heureux. Pour prendre un exemple très simple, comme je le disais tout à l'heure sur la notion de mariage, alors on n'est pas obligé de se marier évidemment, mais dans l'aspect relation de couple, c'est ce qu'on retrouve aussi, c'est-à-dire que si on est dans un couple où il ne se passe plus grand-chose, où chaque individu ne va pas apporter de nouvelles choses au couple régulièrement ou essayer de travailler, cultiver cette relation, eh bien on va avoir une adaptation et puis on va revenir à un niveau de base qui peut aboutir à de l'ennui et à une relation qui n'est plus du tout épanouissante parce qu'elle n'est pas alimentée. En fait, l'être humain a besoin de nouveautés, de stimulation, de croissance personnelle, de poursuivre une quête de sens,
de cultiver des relations, d'être toujours dans une dynamique comme ça, positive, pour pouvoir continuer à travailler à son bonheur, à son bien-être, à sa satisfaction dans la vie. À partir du moment où plus rien ne change, où tout est toujours identique, eh bien, on va revenir à un niveau de base, qui est pas un niveau d'épanouissement forcément formidable, qui peut être un niveau de contentement, mais qui va pas être vraiment un niveau qu'on pourrait qualifier de bonheur, d'épanouissement personnel, de bien-être et de satisfaction dans la vie, etc. Alors avant de nous quitter, quand même, quelques pistes concrètes pour travailler à son bonheur. Premièrement, ce que je vous propose, c'est d'aller consulter l'article de Se réaliser consacré à l'évaluation du bien-être subjectif et du bonheur. Donc vous pouvez le retrouver en cherchant évaluer votre niveau de bonheur sur Se réaliser, et vous allez tomber sur les 2 tests scientifiques qui permettent d'évaluer le niveau de bonheur. Donc ça donne une première base pour savoir d'où on part. Deuxième aspect, ça peut être aussi la roue de satisfaction dans la vie, qui est un outil qui permet de faire un petit peu le tour de son épanouissement et de sa satisfaction dans différents domaines de vie qui sont importants. Et puis une fois que vous avez cette base de travail, ça peut amorcer une réflexion sur ce qui compte pour vous, et puis ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas, peut-être les zones à privilégier dans un travail sur l'épanouissement personnel. Ensuite, dans les outils très généraux qu'on peut conseiller pour travailler sur le bonheur de manière globale, on va avoir, par exemple, l'exercice des 3 choses positives par jour. Donc c'est un exercice qui a été créé il y a maintenant, je pense, une vingtaine d'années quasiment, et qui a été testé scientifiquement, et qui consiste à relever tous les jours dans un journal de bord, dans un carnet, 3 choses positives qui se passent dans votre vie, quelle qu'elle soit de grande ou de petite ampleur, peu importe. Donc là aussi, vous pouvez retrouver un article de Se réaliser sur le sujet. Vous cherchez 3 choses positives par jour et vous allez tomber sur cet exercice. De toute façon, je vous remettrai tous les liens dans les notes du podcast, comme ça ce sera plus simple pour retrouver ça. Et puis il y a aussi l'exercice de la positivité en boîte, ou de la gratitude en boîte, qui est un super exercice à faire tout au long de l'année, qu'on commence en général en début d'année pour finir en fin d'année, en 31 décembre. Donc c'est l'occasion, on est en janvier 2021, de commencer cet exercice, et qui consiste en fait à noter toutes les semaines les choses positives qui vous arrivent, en mettant une date et puis quelques mots-clés pour vous rappeler de l'événement en question, là aussi de petite ou de grande ampleur. Et à la fin de l'année, on va ouvrir cette boîte et on va redécouvrir tout ce qui s'est passé de positif dans notre année. Ça permet de prendre conscience de notre bonheur et de voir aussi ce qui a provoqué du bonheur et ce qui explique notre bonheur. Et donc ça, c'est intéressant à faire seul, on peut le faire seul évidemment, mais on peut aussi le faire si vous êtes, je sais pas, en coloc, ou que vous vivez, vous êtes en couple, que vous avez des enfants. C'est quelque chose qu'on peut faire vraiment en groupe, qu'on peut faire en famille, et chacun va alimenter cette boîte à positivité, on va dire, et qu'on va redécouvrir à la fin de l'année. D'une manière plus variée, évidemment, on peut aussi travailler à la reconnexion au travail, au sens dans la vie, au projet. Le fait de lancer des projets qui comptent pour vous, c'est quelque chose qui va contribuer à votre bonheur. Et puis après, on a tout ce qui va être notion de plaisir, découvrir de nouvelles activités, prendre du bon temps avec des proches, travailler vos relations, cultiver vos relations. Tout ça va contribuer à votre bonheur. Je vais pas vous faire une liste exhaustive ici, il y a des centaines, des milliers d'outils, des milliers de manières de faire pour travailler à son bonheur. Je vous renverrai à des articles de Se réaliser sur ces sujets-là. Il y a énormément de choses que j'évoque sur le site. En gros, tout ce qui consiste à travailler à votre développement personnel va contribuer de près ou de loin à votre satisfaction dans la vie et donc à votre bonheur. Donc pour résumer, on a tous la capacité à travailler à notre bonheur, même si c'est pas la seule explication, la seule cause du bonheur, puisqu'il y a aussi des événements extérieurs qui nous arrivent, et puis un aspect génétique et de personnalité qui influence aussi notre bonheur au quotidien. Eh bien on a quand même plein de leviers d'action pour agir sur le bonheur, et plus on est heureux, plus on travaille à son bonheur, plus ça va apporter des choses positives qui vont elles-mêmes alimenter notre bonheur, et donc on va s'inscrire dans un cercle vertueux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de lancer la machine. C'est pas toujours évident, évidemment, ça nécessite de faire des efforts. Quand on n'est pas bien et qu'on est
vraiment dans une phase difficile ou qu'on est en dépression, je sais que c'est très très difficile, mais ça fonctionne. Et donc, il faut essayer de commencer à amorcer ce travail avec des toutes petites choses, ça peut être vraiment minime, mais sachez que même des petites choses vont s'accumuler et créer une dynamique au fur et à mesure qui va être vraiment constructive et positive. Que vous travaillez sur l'aspect sens, engagement, projet, sur l'aspect émotion, plaisir, sur l'aspect relation, tout ça contribue au bonheur. Pour terminer, j'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre ce qu'on met derrière la notion de bonheur, ce que ça implique, et puis que ça vous aura donné quelques pistes et une curiosité pour travailler explicitement, directement à votre bonheur en 2021. Je vous souhaite en tout cas de démarrer cette année sur de bonnes bases, avec une note positive, et puis j'espère vous retrouver tout au long de l'année pour vous aider à travailler à ce bonheur de près ou de loin, directement ou indirectement, avec les prochains épisodes du podcast. Et évidemment, si vous le souhaitez, il y a maintenant plus d'une centaine d'articles sur ce réalisé que vous pouvez consulter et qui, de près ou de loin, vont vous aider à travailler à votre bien-être subjectif, à votre satisfaction dans la vie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi bien sûr commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serai très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast, il y a un blog que vous retrouvez sur le site se-réaliser.com et qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel. Donc je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Salut!